Donc moi, je vais poursuivre sur la thématique de l'ostéosarcome. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour présenter donc, une partie des travaux que je réalise à Lyon au sein du CRCL et au CLB. Et ma thématique de travail, c'est les sarcomes osseux, dont l'ostéosarcome. Donc Annie, vous ayant fait l'épidémiologie et la prise en charge des sarcomes, ça va me permettre de zapper toute cette partie-là. Et moi, je vais vous présenter une approche. Donc Annie, c'était plus quelque chose qui avait un rapport avec la chirurgie. Moi, c'est un autre mécanisme. L'ostéosarcome, Annie vous l'a dit, il est traité par une combinaison de polychimiothérapies qui sont quand même très lourdes, qui sont administrées donc, pendant longtemps, un temps assez long, en préopératoire, puis en post-opératoire. Le problème, c'est que l'ostéosarcome est extrêmement résistant aux chimiothérapies. En fait, la tumeur a développé plein de mécanismes pour que ça rende ces drogues inefficaces. Notamment la surexpression de MDR1, qui est une pompe à efflux, donc qui va excréter les drogues, la sous-expression de la DHFR, et puis là aussi des mécanismes pour échapper à l'apoptose, donc des mutations non fonctionnelles de P53, des amplifications de MDM2, la surexpression des protéines anti-apoptotiques de la famille BCL2, BCL-XL. Donc moi je m'intéresse à réverser, à contourner les mécanismes que l'ostéosarcome a mis en place pour résister à la mort cellulaire. Je m'intéresse à la fois à des mécanismes qui sont intrinsèques, donc propres à la cellule tumorale, comme comment est-ce qu'on peut réverser cette chimiorésistance qui est intracellulaire. Et puis aussi, maintenant, je me suis orientée vers l'environnement, parce que la cellule tumorale, elle n'est pas toute seule, elle baigne dans tout un environnement. Et quand on considère l'ostéosarcome, c'est un environnement osseux, qui est un environnement particulier, puisqu'il y a des cellules immunitaires, et puis on va être au contact quasiment de la moelle. Donc voilà, il y a aussi l'ostéoclastogénèse, la synthèse de matrice osseuse. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un mécanisme, d'une approche qu'on a utilisée pour rétablir les voies de mort et restaurer une chimiosensibilité à l'ostéosarcome. Donc en fait, au centre Léon Bérard et au CRCL, il y a l'équipe de Patrick Mellen, qui a travaillé et qui a développé le concept des récepteurs à dépendance. Les récepteurs à dépendance sont appelés comme ça parce que suivant la présence ou l'absence du ligand, ils vont induire des voies de signalisation complètement différentes et avoir donc des effets sur les fonctions cellulaires qui sont très différentes. Donc les récepteurs qui nous intéressent, c'est du DCC et la famille des HNX5, qui sont les récepteurs de la nétrine. Voilà. En fait, lorsque la nétrine est présente et va se lier à son récepteur, on va avoir une dimérisation du récepteur et puis une induction de voie de signalisation qui va orienter vers la survie, la prolifération, et c'est utilisé notamment dans des pathologies comme le cancer. Alors qu'en absence de nétrine, les récepteurs vont induire des voies de signalisation qui sont plutôt apoptotiques. Donc dans le cadre du cancer, les cellules tumorales ont développé aussi des mécanismes pour toujours se retrouver dans le contexte d'activation de ces voies de survie. Et notamment, elles vont sécréter de façon autocrine de la nétrine. Et l'idée est née de se dire, si on empêchait la liaison de la nétrine avec ces récepteurs, on pourrait se retrouver dans cette configuration-là et donc restaurer la mort des cellules tumorales. Donc le laboratoire de Patrick a développé un anticorps spécifique de la nétrine. Et ils ont montré dans différentes études que, effectivement, quand on bloquait l'interaction nétrine et récepteur, on pouvait restaurer l'apoptose. Et puis, surtout, moi, ce qui nous avait intéressé, c'était qu'ils avaient montré qu'une combinaison de cet anticorps antinétrine à la chimiothérapie avait un effet potentialisateur, justement, de l'effet de chimiothérapie. Donc, on retrouvait une chimiosensibilité dans des cellules qui, normalement, étaient chimiorésistantes. Alors, on a regardé un peu sur une petite cohorte de sarcomes qu'on avait dans notre banque. Et on a vu que sur des échantillons de sarcomes humains, celui qui exprimait le plus la nétrine, c'était l'ostéosarcome. Et on a aussi vu, alors, sur une plus grosse cohorte, que je ne vous montre pas ici, que cette expression était augmentée en réponse à la chimiothérapie, donc en réponse à un stress, et ce qui est toujours un facteur bon indicateur de la potentialité d'une tumeur de répondre à l'anticorps antinétrine. Fort de cela et du modèle que Annie vous a parlé, du modèle d'ostéosarcome de rat qui est implanté en position orthotopique et qui est immunocompétent et qui développe aussi potentiellement des métastases pulmonaires. Donc on a quasi un modèle tout en un.
On a regardé si dans ce modèle on se retrouvait bien dans la même configuration que l'homme. Donc oui, on a bien la tumeur primaire qui surexprime la nétrine par rapport à l'os. Et notre idée, c'était de se dire, est-ce qu'on pourrait donc potentialiser l'effet de la chimiothérapie ou restaurer une chimiosensibilité dans ce modèle d'ostéosarcome de rat en couplant l'anticorps antinétrine à la chimiothérapie conventionnelle qui est la doxorubicine. Donc notre readout, c'était forcément l'efficacité antitumorale. C'était aussi de dire, est-ce qu'on va pouvoir restaurer de la mort cellulaire? Et puis aussi regarder, après est venue l'idée de regarder ce qu'on faisait sur l'environnement immunitaire et sur l'angiogénèse. Alors, un schéma, donc là, on a utilisé notre modèle que l'on a, on a implanté notre tumeur, et 8 jours après, donc quand la tumeur est là et qu'elle est proliférante, on est parti sur un schéma classique, enfin ce que nous on appelle classique de traitement jusqu'à endpoint ou jusqu'à J28. Et puis, donc, on mesurait l'évolution tumorale au cours du temps, 2 fois par semaine, avec des IRM. Et ici, il représentait l'évolution tumorale au jour 15 de traitement, quand tous les animaux de tous les groupes étaient encore présents, parce qu'à J16, les contrôles qui étaient le groupe toxo traité par la doxorubicine, qui ici, baseline, ont dû tous être sacrifiés. Et on voit que la combinaison doxorubicine-antinétrine ralentit franchement la progression tumorale. Donc on était très contents. Et en regardant aussi sur la dissémination métastatique, donc voilà quoi, les métastases, en fait on a pris les poumons de rat et on a compté les métastases que l'on avait, on a franchement un effet sur le ralentissement de la progression de la dissémination métastatique, qui se traduit aussi par une amélioration de la survie des rats qui ont reçu la combinaison de traitement par rapport aux animaux qui ont reçu ou la doxorubicine seule ou la doxorubicine et l'anticorps irrelevant. Donc, fort de ces résultats, on est parti sur un schéma un peu plus essai clinique-like, où on a décidé justement de mimer la rechute. Alors, on a pris nos animaux, on leur a fait une greffe tumorale, on leur a donné 2 traitements de doxorubicine. Tout le monde a eu une résection imparfaite. À partir de ce moment-là, on les a répartis en 3 bras différents, doxorubicine anticorps irrelevant, et doxorubicine et anticorps antinétrine. Donc, la résection chirurgicale a eu lieu là. Et ce qu'on voit ici, c'est que le groupe qui a reçu la doxorubicine ou la dox plus l'anticorps irrelevant, franchement, la reprise tumorale est ultra rapide. Les tumeurs flambent, on atteint des volumes absolument énormes en peu de temps, en 10 jours après la résection. Alors que la rechute est beaucoup plus lente, la reprise tumorale est beaucoup plus lente chez les animaux qui ont reçu la combinaison dox et antinétrine. Et chez certains animaux, même, on n'a absolument pas de rechute tumorale à la fin du traitement. Donc au niveau efficacité, on était plutôt contents. Les cliniciens et le groupe qui a développé l'antinétrine aussi. Nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on induisait de la mort cellulaire? En se plaçant à endpoint comme ça, avec un volume tumoral, c'était pas possible de vraiment répondre à la question. Mon dada, depuis quelques temps, est redevenu l'environnement immunitaire des sarcomes osseux. Et on a développé des outils pour commencer à regarder ce qui s'y passait. Donc ici, c'est l'immunohistochimie, donc du marquage pour voir les cellules immunitaires, les CD3, les lymphocytes T totaux, CD8, les lymphocytes T cytotoxiques, et CD163 est un marqueur des macrophages, les mauvais macrophages, je dirais ceux qui sont plutôt pro-tumoraux. Enfin, dans la plupart des tumeurs, sauf que dans les sarcomes osseux, leur rôle n'est pas si clair que ça. Et ce qu'on voit, c'est que si on a un joli infiltrat immunitaire dans le groupe DOX, dans le groupe qui a aussi reçu la combinaison DOX plus anticorps irrelevant, ici on va avoir un effet sur tout l'environnement immunitaire et on va avoir une diminution des lymphocytes T, mais surtout nous ce qui nous a intéressé, c'est l'absence totale de macrophages CD163 dans ces tumeurs. Et alors ça là, je vous montre le résultat que sur l'expérience qu'on a appelée de rechute, mais à chaque fois qu'on a fait l'expérience, on a eu la même chose, le même profil. Donc mon autre dada en immuno, moi, c'est plutôt les macrophages, parce que c'est la population majoritaire dans ces sarcomes osseux. Et on se pose la question maintenant de savoir comment la nétrine ou l'antinétrine va agir sur cette population. Alors on a fait pour l'instant une expérience de polarisation des macrophages. On a pris des cellules de moelle osseuse, on les oriente en macrophages et on les oriente soit en mauvais macrophages, soit en gentils macrophages. Donc immunosuppresseurs, immunoactivateurs. Enfin, c'est pour simplifier. Et dessus, on a appliqué, où on les a maintenus en M2, où on a mis le traitement pour les induire en M1, où on a appliqué l'antinétrine et on a regardé qu'est-ce qui se passe. Est-ce que appliquer de l'antinétrine, ça leur permettait de passer de ce phénotype M2 à ce phénotype M1?
donc de switcher l'environnement inflammatoire de la tumeur. Donc ici, on a regardé ça par fax en utilisant des marqueurs. Je vais vous montrer uniquement ça, parce qu'après, si on rajoute tout, ça fait beaucoup de panels. Donc, les macrophages N2 ici totaux, voilà, normalement ils s'expriment très peu CD86 et on a un très joli shift et très forte expression de CD163. Alors que quand on rajoute l'antinétrine, là, on a clairement une diminution et un shift, le shift est beaucoup moins important. Donc, il semblerait qu'on soit capable d'aider à l'immunoconversion de ces macrophages de M2 en M1. Et nous, moi, ça me va bien, puisque sur le plan d'un autre projet, les macrophages, je vous l'ai dit, c'est la population majoritaire dans l'infiltrat immunitaire des sarcomosseux. La densité des macrophages est corrélée à la progression tumorale. On a d'autres études où on a montré que, franchement, dans les sarcomosseux, dans les chondrosarcomes, c'est les macrophages qui jouent un rôle important. Et que des thérapies immunomodulatrices qui ciblent cette population immunitaire, qui sont beaucoup moins ciblées que les ICP, que les checkpoints immunitaires. Ici, on arrive avec l'artillerie lourde. On veut moduler un environnement inflammatoire et pas réactiver ou lever le frein que sont les ICP. Ça serait pour nous la solution, une des solutions thérapeutiques pour les sarcomosseux. D'ailleurs, il y a eu le mifamurtide, le MEPACT, qui avait été utilisé dans des modèles canins et puis qui a été en essai clinique et qui revient maintenant, qui est dans un essai clinique qui est en cours, le sarcome 13. Et nous, l'approche qu'on utilise en ce moment, c'est agoniste de la voie TLR4 et puis surtout ciblage de CSF1 récepteur. Voilà. Donc je remercie toute mon équipe et tous les étudiants qui ont participé à ce projet, et puis nos financeurs, et puis la Fondation Flavien aussi. Merci pour votre attention. Merci Aurélie. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Que fait l'antinétrine sur les souris seule? Parce que je crois qu'il n'y avait que chimio-antinétrine. C'est un petit effet ou... Ah. Non, mais ça a été observé dans différents modèles. D'accord. Okay. Oui, toujours sur la nétrine, évidemment. J'avais une question qui... alors, faut pas le présenter. Non, qui sécrète la nétrine, notamment dans le modèle alors tu l'as peut-être dit, hein, dans le modèle où vous orientez, vous polarisez des macrophages et vous mettez un antinétrine qui oriente cette polarisation. Mais quelle est la source de ce ligand? Non, j'ai pas posé la question. J'ai pas compris si c'était dans la tumeur ou si c'était sur ça c'est des macrophages qu'on a... Des macrophages isolés, des monocytes isolés. Oui. On a isolé de moelle, c'était pour voir in vitro, parce que quand même cette absence de CD163 dans les tumeurs nous a quand même beaucoup interloqués. Donc on a commencé à regarder ce qui se passait. Et est-ce que c'est un switch entre M1 et M2 ou est-ce que c'est une nouvelle population de macrophages? Nous, on penserait plus sur un switch. Après, il va falloir vérifier. Ça, c'était franchement les études préliminaires. Faut regarder, certes, pas que le phénotype, faut regarder si on a un effet sur la fonctionnalité des cellules, les cytokines que ça va être capable de sécréter, parce que on peut changer ce qu'on exprime, mais si on ne change pas vraiment ce qu'on produit, c'est pas... il n'y a pas de bénéfice, donc à voir. Quand tu as montré tes coupes de tumeurs avec CD3, oui. CD8, etc., tu montres que quand même, sous l'anticorps antinétrine, tu as une diminution du nombre de CD8, oui. Ce qui est finalement pas terrible, parce que tu attends à avoir des cytotoxiques. Donc est-ce que ce sont des CD8, mais Treg-like, qui disparaissent, ou c'est vraiment une baisse? Dans ce modèle, on a fait, dans d'autres études, on sait qu'il y a très peu de Treg. On a fait des marquages FOXP3, il y en a très peu. Et puis, franchement, je vous l'avoue, pour l'instant, l'été, on ne s'est pas trop penché dessus. On a fait comme tout le monde dans le monde de l'ostéosarcome, on s'est orienté plus sur les macrophages parce que nous, on a plusieurs voies, plusieurs études qui convergent pour nous dire que ça passerait par là. Donc, un five serait exprimé sur ces cellules tumorales. Ah oui. Ok. Pas d'autres questions? Merci Aurélie.